Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment content d'être à nouveau sur cette scène. Vous êtes vraiment nombreux, c'est assez impressionnant. Je suis tellement content qu'on va jouer un petit bingo. Bingo, ça va être plus simple. Si vous avez une ligne ou une colonne, dans l'autre sens, ou même une diagonale, vous criez bingo. Et la personne qui gagne devra aller me voir et va gagner un petit goodies au stand d'Exotech. Ok ? Donc, un exemple de nombre que je vais annoncer, c'est le nombre numéro 2. Donc, vous écrivez sur votre grille de bingo le nombre numéro 2. Et si vous avez une ligne entière, normalement, c'est un bingo où genre, tout le monde peut écrire. Vous allez gagner quelque chose. Ok ? Déconstruisons les frameworks JavaScript pour mieux réinventer le web. Ce talk, il est en 3 parties. Il y a framework JavaScript, il y a déconstruisons, il y a mieux réinventer. Qui ici fait du Vue.js? Levez la main, s'il vous plaît. OK. Qui ici fait du React.js, s'il vous plaît? OK. Et qui ici fait du Angular? OK. Globalement, vous faites tous du web. Je pense à tous les autres frameworks JavaScript, je ne vous oublie pas, mais il y en a beaucoup trop. Pourquoi déconstruire? Pourquoi on a besoin de déconstruire les frameworks JavaScript? Parce que le web, il va pas bien. Est-ce que l'un d'entre vous, par exemple, sait ce que sont les Core Web Vitals et pourrait me dire ce que c'est? Quelqu'un dans la foule sortirait dire Core Web Vitals. Est-ce que ça vous parle? Oui? Ok, c'est exactement ça, merci. Ce sont des métriques de performance proposées par Google. Bon, ils ont peut-être un conflit d'intérêts, mais qui permet de voir un peu la performance d'un site web pour les utilisateurs. On en a 3. On a le LCP, le Largest Contentful Paint. C'est le temps avant que quelque chose d'important s'affiche. LCP à ne pas confondre avec la chaîne parlementaire. On a l'INP, l'Interaction to Next Paint. C'est en gros le temps avant de pouvoir interagir avec la page web. Et on a le CLS, le Cumulative Layout Shift. C'est à quel point la page web bouge quand elle charge. Donc ces indicateurs sont cool parce qu'ils permettent juste d'avoir une petite idée de si le site propose une bonne expérience utilisateur. Je me suis amusé, je me suis dit, tiens, le site du DevLille, est-ce qu'il a de bons Core Web Vitals? La réponse est, ils sont excellents. Donc applaudissez Emmanuel, s'il vous plaît, il a vraiment fait un très très bon boulot. Je ne sais pas s'il est là. Il a fait un très bon boulot. En fait, ces indicateurs font que quand vous ouvrez le site du DevLille, il marche vite et bien. Mais pas tout le monde a de bons sites. Par exemple, une entreprise qui a levé, même pas une entreprise, une association qui a levé 20 milliards de dollars, ces Core Web Vitals sont absolument catastrophiques. ChatGPT, c'est le pire que j'ai vu, en fait. Et pourtant, j'ai cherché France Travail et d'autres sites en me disant qu'ils étaient mal faits. Et en fait, c'était le pire de très très loin. En fait, je suis sûr que c'est fait par IA, d'ailleurs, pour être franc. C'est vraiment pas bon. Et en fait, il n'y a pas que ChatGPT qui m'a fait. Ce graphe légèrement controversé, c'est la performance moyenne des sites en production en fonction du framework dans lequel ils sont. Donc Astro est tout en haut, et Next et Next, donc du React et du Vue.js, sont en dessous de WordPress, ce qui peut faire un peu mal à notre ego de développeuses et développeurs. Et en plus, pas de chance, la majorité des sites, d'après le State of JS, des développeurs travaillent en React, en Vue ou en Angular. Donc ce n'est pas idéal pour les utilisateurs. Mais il n'y a pas que ça. Les questions d'entretien web aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose à voir avec du web. Exemple de question à poser. Comment s'affiche initialement une page web? Normalement, une page web, ça commence avec un DNS, c'est la réponse à cette question. Et en fait, s'il faut expliquer comment marche un framework JavaScript, ça va vous prendre beaucoup de temps. Comment marche la réactivité d'une page web? Une page web, c'est statique, donc quel est le lien avec le web? Moi, on m'a même posé une question, qu'est-ce qu'un DOM virtuel? Faut déjà définir ce qu'est un DOM. Un Document Object Model, c'est ce qui fait que la page se charge. Et la question géniale, c'est comment tu construirais un état réactif toi-même? Quel est le lien avec le web? Moi, je voudrais des questions sur la sémantique, sur l'accessibilité, sur le CSS, ce genre de questions sur le web. Moi, j'aimerais poser une question aux gens, c'est dire aux entreprises, pourquoi vous utilisez un framework JavaScript? Et souvent, les gens ne savent pas pourquoi leur entreprise utilise un framework JavaScript. Et c'est vraiment dommage. Et je pourrais continuer, genre les problèmes de silos de compétences, les migrations de AngularJS à 2, de Vue 2 à 3 ou de React Class Component à fonction. On a plein de problèmes, donc c'est pour ça qu'il faut déconstruire les frameworks JavaScript pour mieux réinventer le web. Alors,
j'annonce le numéro 12. Donc, vous prenez vos grilles de bingo et vous rajoutez le numéro 12. Observons les frameworks JavaScript, comment ils sont faits dans leur documentation. On va reprendre Vue, React et Angular et on va dire, je vais regarder leur documentation, comment ils sont organisés. Est-ce que vous ne voyez pas des choses qui se répètent entre Vue, React et Angular? Regardez peut-être des choses, par exemple, component est répété. Vue.js, il est tout en bas, on ne le voit pas. Mais il y a aussi conditional rendering avec dynamic interfaces with templates. Donc, on parle de rendering, de conditionnel, et on voit aussi réactivité. Donc, on se dit, pour déconstruire un framework JavaScript, il faut des composants, du rendering et de la réactivité. Eh bien, c'est parti. On va commencer par l'approche en composants. Nos premiers composants, on aimerait qu'ils soient un peu jolis, quelque chose qui est un peu élégant, quelque chose qu'on aime bien utiliser comme sur votre droite. On aimerait que ce soit quelque chose de sémantiquement parlant, c'est-à-dire quand je dis bingo tableau, je devine que ça fait du bingo et il y a peut-être un élément table dedans. On aimerait qu'ils aient qu'une seule raison d'être, et j'irais même un tout petit peu plus loin, on aimerait qu'ils n'aient qu'une seule raison d'être modifiés, si on rentre un peu dans le haut des principes solides, bon, de très loin. Et réutilisable. Je veux pouvoir copier-coller mes composants un peu partout et j'ai le même comportement, le même résultat. Donc si je prends une grille de bingo, par exemple, et que j'écris l'HTML de ce bingo, ça ressemble à ça. OK, très bien. Et on va essayer de le décomposer en composants, nous-mêmes. Une approche naïve, ce serait de dire, j'ai un tableau, j'ai des lignes et j'ai des cases. Donc je me dis, je vais écrire une fonction, mon premier composant, qui prend un nombre en argument et retourne une chaîne de caractères avec un nombre à l'intérieur. Ensuite, je rajoute une ligne qui contient un tableau de ces composants bingo cases et je recrée une chaîne de caractères. Et on crée un autre composant et une fonction qui transforme dans le navigateur et on a perdu, c'est immaintenable. C'est complètement immaintenable si vous faites comme ça. Cette approche naïve ne respecte pas la structure du web. Là, on écrit des fonctions à gauche et à droite, et en fait, on ne respecte pas la notion de composition de nos composants. Donc, pour y arriver, en fait, nos premiers composants, il faut qu'on ait une approche qui permet de dire un table, ça va contenir un élément qui contient un élément qui contient un chiffre. Comment on peut représenter en fait un peu cet arbre de composants? Eh bien, on va appeler une fonction h, à ne pas confondre avec la série. H, ça va être la représentation abstraite de nos composants. Et H va avoir un pote qui s'appelle render. Render, c'est ce qui se passe dans H, mais on va revenir plus tard dans render. Là, ce qui compte, c'est H. C'est une fonction qui prend 3 arguments. Un tag, un objet JavaScript qui s'appelle props, et les 3 petits points, ça veut dire autant d'arguments que tu veux. Donc là, ça va être une liste d'enfants. Donc en fait, ça va être des autres appels de la fonction H. On va voir un peu comment on se sert de cette fonction h. Par exemple, là, je me dis, je vais représenter en fait une case verte avec le chiffre 2 à l'intérieur. Si je remplace, ça donne ceci. J'ai mon tag qui crée la balise TD, j'ai mes props qui créent les attributs classe green dans ce cas, et j'ai mon enfant, le chiffre 2, qui va à l'intérieur de mon TD. Là, respirez un coup, fermez les yeux. Si vous regardez ceci, est-ce que ça vous paraît logique? Est-ce que vous êtes d'accord de dire cette représentation en bas, c'est l'HTML qui est écrit en haut? C'est vraiment important que vous puissiez vous absorber ce concept. On va refaire un exemple. Je vais prendre une ligne. Donc dans ma ligne, il y a le chiffre 9, 3, 11 et le chiffre 2, et ça, on l'a écrit juste avant. Donc je ne me prends pas la tête, je vais copier-coller la même fonction qu'on a écrite, cette fonction h. Ça dépasse l'écran, j'ai pas assez de place. Et en fait, je peux mettre le 11 et je peux même mettre le chiffre 3 et le chiffre 9. Donc ça nous donne en fait, cette première ligne, c'est la fonction h qui a 4 enfants, nos précédents composants. Et ensuite, je remplace le tag par un tr pour représenter une ligne d'un tableau et j'écris l'accolade vide, ça veut dire que je n'ai pas de props à passer. Ça, cette écriture, c'est un composant qui représente notre ligne d'un tableau de vos grilles de bingo. H est une représentation abstraite de nos composants. Vous avez peut-être envie de dire, mais que fait H? Et en vrai, vous vous en fichez. Le but, c'est vraiment, on ne veut pas savoir comment on implémente, on sépare ce problème pour la fonction render.
Donc si je reprends ma fonction bingo et qu'on va la réécrire avec des fonctions hash, ça donne cette écriture. Alors n'ayez pas peur, on ne va pas partir tout de suite en prod comme ça. Là, on va appeler notre fameuse fonction render, celle dont je vous ai évoqué avant. Render, c'est une fonction récursive, ça veut dire qu'elle est récursive. Elle s'appelle elle-même. Et surtout, render, elle va parcourir ces fonctions hash, les transformer en des éléments de notre navigateur. C'est un peu là qu'on transforme notre virtual DOM en une page web, même si ça dépend un petit peu des frameworks. La fonction render transforme nos fonctions hash en éléments web. En fait, on pourrait aussi les transformer en éléments mobiles, mais c'est un talk sur le web. Donc si on revient en fait à notre liste de fonctions hash qu'on a écrite et qu'on veut transformer ça en grille bingo, eh ben, notre fonction render va faire un parcours en profondeur de toutes nos petites fonctions hash. Et si elle fait sa magie, ça génère la même chose qu'on avait au départ. Donc on se dit, mais pourquoi on a fait tout ce chemin? Parce que maintenant, on a nos fonctions, on a notre représentation en composant. Notre bingo case, c'est une fonction qui prend un nombre, qui écrit cette fonction hash et qui écrit une valeur. Notre bingo row, c'est une fonction qui prend une liste de nombres et les transforme en des bingo cases. Pareil, le 3 petits points, ça veut dire je transforme en argument pour la fonction hash. Et notre bingo tableau, c'est tout simplement une fonction qui prend un tableau de nombres et les transforme en des lignes. Et donc cette écriture-là, qui était quand même assez verbeuse et difficile à réutiliser, on peut la réécrire tout simplement en un appel d'une fonction. Et là, on a le début de nos composants. Mais on peut aller encore plus loin. Cette écriture en fonction hash est équivalente à du JSX. En fait, quand vous écrivez du JSX, pour ceux qui font du React, ça se transforme en des fonctions hash. Et même en Vue, ça se transforme en des fonctions hash. Et je pense Angular le fait peut-être. Mais en fait, là, notre framework avec des fonctions hash, il marche en JSX. Et donc, la chose qu'on a écrite avant, on peut la réécrire en quelque chose de très naturel et de réutilisable. On a gagné, on a nos composants réutilisables. Voyons un petit peu comment on va créer notre propre framework JavaScript. Ah, c'est légèrement plus grand. Alors, je vais redistribuer. Donc, je vais vous montrer mon navigateur. Ce qu'on va faire, j'ai pris un projet Vite. Donc, Vite, c'est un outil qui permet de créer une page web avec une expérience un peu moderne. Donc, je vais faire un nrdev. Donc, nr, c'est un gestionnaire de paquets, vu qu'on est un peu méta en JavaScript. Et j'ai écrit en fait une grille de bingo sur la droite. Qu'est-ce qu'il y a dans notre projet? Eh ben, il y a juste deux dépendances. TypeScript, parce que j'aime bien une expérience de développement moderne, et Vite, parce que c'est ce qui m'installe tout. Et vous voyez, j'ai vraiment rien d'autre. Et alors, j'ai un test config, il y a plein de choses dedans. Bon, voilà. Il y a nos fonctions hash, d'ailleurs, elles sont écrites ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est comment en fait, je vais mettre mon framework JavaScript maison sur la page. J'ai un élément qui s'appelle app. C'est la partie dire il faut un point d'entrée pour un framework. Et là, je dis j'ai src main tsx. Donc en fait, Vite, il va s'occuper, et même Webpack, il peut le faire, de transformer notre fonction tsx ou jsx en quelque chose que le navigateur peut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans notre main.tsx? C'est peut-être petit. Je vais agrandir. Donc, j'ai aussi un petit framework maison, voilà. Donc, le élément app, ça va être notre conteneur, et je peux écrire du JSX. Et la première chose qui est géniale, c'est que notre framework maison, sans rien faire, on a du hot module replacement. Donc, si je vous dis bonjour Devlil, vous avez bonjour Devlil qui s'affiche en temps réel. Donc là, on a 0 framework JavaScript et on a déjà une expérience web un peu moderne. La fonction mount, en gros, c'est elle qui va transformer notre render sur la page web. Et notre fonction render, elle est un petit peu complexe, voilà, navré. Mais c'est elle qui va transformer en fait nos éléments virtuels. Et si je vous montre un peu ce que font ces virtuels, la fonction hash, elle fait quoi? Elle retourne juste un JSON. Donc il n'y a rien d'étonnant en fait. Donc ça, après, c'est tout ce qui fait que ça marche en JSX. C'est vraiment assez direct en fait, puisque la fonction hash représente des éléments. Et si je me balade un petit peu, eh ben, j'ai mon bingo tableau. Là, j'ai une fonction. J'ai mes bingo rows, j'ai mes bingo cases, et je peux même modifier pour dire, par exemple, je sais pas, je peux rajouter des bonjours dans chacun des composants, et ça devient illisible. Donc, nous avons déjà un début en fait d'écriture dans un framework JavaScript, et on va pousser cela un petit peu plus loin. L'approche en composant, c'est devenu le standard du développement web moderne.
C'est génial. Pour moi, on n'a plus besoin en fait de faire des jQuery, de manipuler directement des objets. On écrit en fait notre page web d'une façon assez intuitive et on peut la réutiliser partout. Et tous les frameworks en fait ont un peu cette utilisation. Vu, ils ont créé leur propre parseur qui permet de transformer leurs éléments en des fonctions hash. Et Vue marche en JSX et en Pug, si jamais vous voulez faire ça. React, ils se sont dit, on va rien inventer, on va réutiliser du JSX. Et Angular, je n'ai pas tous les détails, mais l'approche en composant, c'est quand même eux qui ont commencé. Et il faut énormément les remercier pour avoir osé faire ce choix-là et de le faire fonctionner. Et en fait, tous les autres frameworks qui existent reprennent cette utilisation. Astro, c'est du G6, Solid, c'est du G6, Svelte, c'est leur propre truc, Quick, c'est du JSX, bref, HTMX, c'est chelou. Chacun a sa méthode. J'annonce le chiffre 5. Donc normalement, peut-être certaines ou certains trépignent à l'idée de potentiellement gagner quelque chose. Nous avons fait des composants, du rendering. On va voir la réactivité. Rendre notre page dynamique. En fait, une page web, c'est statique par définition. Voilà, c'est... OK, on peut faire des choses maintenant avec l'HTML, mais c'est plutôt statique comme objet. Rendre notre page dynamique, c'est de permettre en fait de transformer notre page web pour que ce soit un peu sympa. On pourrait se dire, une page web, en fait, j'ai deux cas. Je vais dire, j'ai une notion d'état. Sur la gauche, j'ai un composant case que je vais dire, je vais mettre un état, tu n'es pas marqué ou écrit. Sur ma droite, j'ai un composant Bingo case, pareil, qui va être vert. Donc je vais juste légèrement changer un prod, je vais dire, ça c'est l'état qui décrit mes composants. Si je reprends ma grille de bingo, on va aller encore un peu plus loin. Imaginons que j'ai un tableau qui contient ma liste de nombres qui ont déjà été appelés. Donc on va le compléter petit à petit. Donc là, j'ai le chiffre 2 par exemple. Et on peut dire qu'on a un peu de JavaScript qu'il faudra redéclencher pour changer la couleur de la case. Donc moi, j'ai dit, si la valeur est dans la liste des nombres cochés, alors change la couleur. Et quand j'appelle un nombre, en fait, c'est équivalent à rajouter cette valeur avec la méthode push à l'intérieur de ce tableau. Il n'existe pas encore de façon unifiée de faire de la réactivité. React a sa propre technique, Vue change, Angular change, ça change pas mal. Mais il y a un standard qui commence à émerger, que j'apprécie beaucoup, que je vais vous présenter pour faire de la réactivité. Ce sont les proxys. C'est un objet JavaScript qui est présent dans tous les navigateurs, sauf Internet Explorer, mais ne maintenez pas Internet Explorer, ce sera plus facile pour vous. Cet objet, il est génial, parce qu'un proxy, ça intercepte la modification d'une variable. On va prendre des exemples, on va prendre plusieurs exemples pour s'approprier en fait ce que ça fait. Prenons un proxy. OK. Il a des nombres cochés. Donc ça va être un peu les valeurs initiales de ce proxy. Et en fait, ce proxy, à chaque fois que je vais le modifier, je vais rentrer à l'intérieur de cette méthode set. Et cette ligne-là, ça veut dire enregistre quelque part la nouvelle valeur. Ce proxy, je lui ai rajouté une méthode, elle s'appelle mount. Vous vous rappelez, c'est celle qui fait l'affichage sur la page web. Donc en fait, quand je vais modifier ce proxy, ça va déclencher un mount sur la page web. Et à ce truc, return true, je ne sais pas ce que ça fait, donc on verra ce que ça fait une autre fois. Ma petite hypothèse, c'est que ça a une influence sur quand on fait des if avec des assignations, mais ne faites pas ça, s'il vous plaît, ça rend le code illisible. Je le rappelle, un proxy intercepte la modification du variable, et c'est ce qui va nous permettre de faire de la réactivité. Je vais prendre un exemple un peu plus avancé. Nous avons la liste des nombres qui ont été appelés. Je vous représente le framework JavaScript en bas à gauche, en fait. Et imaginons, comme je l'ai fait juste avant, que j'avais appelé la valeur 12. Alors là, je modifie le proxy. Donc je rentre à l'intérieur de cette méthode set, j'enregistre cette valeur 12 quelque part, j'appelle ma fonction mount, et ça met à jour mon élément HTML. On va recommencer. J'ai appelé le nombre 7, donc 5, pardon. Je push la valeur 5. Quand je rentre cette valeur 5, je rentre à l'intérieur de mon proxy, il l'enregistre quelque part au bon endroit, et je redéclenche un render. Donc, c'est-à-dire, là, mon mount en fait, est appelé à chaque fois que je modifie nombre coché state. C'est comme si on avait changé la fonction push. Si vous avez fait du Java, ça ressemble un peu à la programmation orientée par aspect, avec des annotations, la réflexion. Sinon, il faut juste imaginer, en fait, c'est comme si on surchargeait le comportement de toutes les façons de modifier des variables.
On va refaire un exemple dans la vraie vie. Si j'appelle le nombre 7, il faut créer bingo si vous gagnez. Qui? Yeah, bravo! Bravo! Comment tu t'appelles? Pardon? Adrien, super. Eh ben, n'hésite pas à venir après, pardon. Après le talk, s'il te plaît, et on verra Stank Exotech, tu auras des petits goodies. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, le proxy, on a créé un nouveau proxy tous ensemble. J'ai appelé la valeur 7, qui a modifié la méthode 7, super les noms. J'enregistre cette valeur 7, je redéclenche mon re-render, donc moi j'ai perdu. Mais en fait, on avait une méthode checkIfBingo, et vous avez tous exécuté cette méthode, et l'un d'entre vous a créé bingo. Nous avons toutes et tous simulé un framework JavaScript, et vous pouvez vous applaudir pour ça, vraiment. Merci d'être du rendering. Et si on efface un peu tout ça, là, et on essaie un peu de comprendre, vous dites peut-être, mais attends, Irina, ça veut dire qu'il faut que là, dans ce proxy, je rajoute toutes les méthodes qui existent que j'ai besoin de faire pour déclencher du rendering? Non, non. Mais c'est un peu complexe. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour le boss final de la réactivité? Est-ce que vous êtes chaud? Allez, attention, tout commence avec un type, c'est un callback, donc c'est une fonction, on s'en fiche, pas d'argument, pas de retour. On a un ActiveEffect, c'est la fonction actuelle qui a été enregistrée, on va en servir après. Et vous avez ce terrible depthMap qui est un weak map de set de effect. Un weak map, c'est un map que le garbage collector peut supprimer pour ses clés. Si vous avez rien compris, c'est pas grave, c'est efficace, c'est surtout ça. En gros, ça enregistre tous les objets, toutes leurs propriétés, l'ensemble des fonctions à rappeler plus tard. C'est cet objet qui va nous servir à enregistrer toutes nos dépendances de réactivité. La fonction réactive, c'est très inspiré de Vue.js, là, mais c'est cet objet-là qui va manipuler depthMap. OK, il est très velu, mais on va le décomposer ensemble. Un proxy, ça ne fait pas que la modification, ça intercepte la lecture et la modification d'une variable. Et on va utiliser ce concept pour réussir en fait, à enregistrer tous les effets de réactivité qui peuvent avoir lieu. Donc reprenons notre fonction réactive, qui va créer un objet, une variable réactive, et on va appeler une autre fonction qui s'appelle effect, qui prend en argument un effect, ce n'est pas les bons noms. Si vous avez fait du Vue, ça ressemble à watchEffect, et si vous avez fait genre du solid.js, ça ressemble à des signaux. Et on va utiliser cette fonction effect en faisant un effect de mount, donc la fonction qui déclenche un re-render. Qu'est-ce qui se passe quand je fais l'affichage initial de ma page web? Donc on va dire j'ai une valeur réactive que j'ai initialisée avec les valeurs 2, 12 et 5, et je vais déclencher en fait mon premier rendering, c'est ce que j'écris dans ma méthode main. Eh ben, je vais appeler cet effect, qui va appeler la méthode effect, qui va l'enregistrer pour plus tard, et ensuite qui va appeler l'intérieur, le callback. Quand je fais mon mount, ça va afficher sur la page web, et forcément, ça va appeler cette variable. Vous ne pouvez pas afficher votre page web sans lire le proxy. Et le proxy intercepte la lecture, donc on rentre à l'intérieur de cette méthode. Et là, tout ce code, c'est juste pour dire, enregistre la fonction active quelque part dans notre weak map de set de effect. C'est surtout ça. En fait, c'est juste ça. Il faut juste comprendre, ça enregistre quelque part cette fonction mount qui a été appelée. Ensuite, imaginons, j'ai appelé le nombre 7, et ben, je rentre à nouveau dans mon proxy trap. Là, tout le code, ça veut juste dire, je cherche l'objet que je modifie, sa propriété que je modifie, toutes les fonctions qui sont appelées, et j'appelle mes fonctions appelées. Et alors, on redéclenche le mount. Si on refait l'exercice avec la grille de bingo, quand je vous l'ai donné, vous avez lu la variable bingo, ça a ajouté un effect quelque part dans le weak map de set de effect, et quand j'annonçais des variables, je redéclenchais à chacun d'entre vous une fonction proxy qui faisait vérifier si vous avez gagné. On enregistre automatiquement toutes nos dépendances à la lecture initiale, et nos dépendances déclenchent la réactivité du web.
Vous avez passé le boss final de la réactivité. Félicitations. Ce n'est pas évident, donc vraiment prenez le temps de vous approprier ces concepts-là. Mais c'est la base en fait d'un peu tous les frameworks modernes qui existent. En fait, ça s'appelle la théorie les signaux en JavaScript. On va voir un peu en temps réel comment on peut implémenter de la réactivité dans notre framework qui est plutôt statique. Alors, c'est presque le même projet, donc je vais changer légèrement. Et je vais aller dans Bingo Démo Réactive. Oula, j'aime pas ces caractères, moi. Ok, je vais aller dans Bingo. C'est mon monorepo avec tous mes projets, donc c'est un peu le bazar, désolé. Et si je relance la commande nrdev, donc notre objectif, c'est que quand je clique quelque part, ça va changer de couleur. Je ferme tout ça, et je vais aller dans la méthode Bingo Démo Réactive, et ça va nous suffire pour retrouver où on est. Donc c'est la même chose qu'avant, il y a juste TypeScript et Vite, et toujours le même index.html. Et si je vais à l'intérieur de mon fichier main, globalement, c'est la même chose. Ce qu'on va faire, c'est que quelque part, j'ai écrit une fonction, donc notre propre framework à nous. Donc il se passe des choses dedans, on a déjà vu renderer, et j'ai recopié littéralement cette fonction réactive qui est à nous. Il y a la méthode effect, et après, il y a des choses spécifiques pour les ensembles, mais à la limite, on ne le verra pas tout de suite. Pour rendre mon framework réactif, donc moi, ce que je veux, c'est que quand je clique quelque part, ça change en temps réel. Donc, ma première étape, c'est que je vais créer une variable qui s'appelle nombre appelé, par exemple, qui contient un réactive avec comme valeur initiale, on veut dire 2, 12 et 7. Ça, je vais faire quelque chose de pas très beau, je vais faire un export global, et on va l'appeler ensuite dans nos composants cases. L'objectif, c'est quand je clique quelque part, ça va changer de couleur. Donc je vais dans mon bingo tableau, je vais dans mon bingo case, je vais dans mon bingo ligne, et je vois des to-do. Donc ça, en gros, ça c'est du JSX. Hein. Vraiment, j'ai pas réinventé React, c'est le pur JSX qui a réimplémenté notre framework maison. Et ce qui va passer, c'est que par exemple, si je mets un alerte à Malibu, quand je clique en fait sur une des cases, ça va me faire un Malibu. Donc en fait, on a déjà un petit début de, il se passe du JavaScript en fait. Là, il y a du JavaScript qui a déjà lieu dans le framework qui n'a ni Vue, ni React, ni Angular. À la place, ce que je vais dire, c'est que mes nombres appelés, je vais ajouter la valeur de ce bingo case. Donc si je fais ça, il ne se passe rien. OK, c'est normal. Je n'ai pas en fait implémenté le fait d'avoir un peu de réactivité. Donc là, moi, j'ai choisi de le faire avec une méthode un petit peu spéciale. Je vais juste dire si nombre appelé contient la valeur actuelle, je vais dire que je lui mets la propriété CSS_marked. Oula, je ne suis plus écrit en JavaScript. Et ensuite, s'il n'y a rien, je vais mettre un define. Donc si je fais tout ça, eh ben, vous pouvez voir que si je rafraîchis, déjà, on a nos valeurs, donc les valeurs 2, 12 et 7 qui ont déjà été appelées. Mais si je clique, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que je n'ai pas implémenté ma réactivité. Donc là, en fait, la méthode la plus barbare, c'est de dire j'ai un effect. Donc c'est la méthode que je vous ai présentée qui est rappelée à chaque fois. Je vais mettre à l'intérieur notre mount avec un petit fonction fléchée. Et si je fais ça et que je rafraîchis, notre framework est réactif. C'est bon. Nous avons un framework JavaScript réactif. Et il re-render tout, mais c'est aussi performant que React. Là, littéralement, pardon, je me moquais un petit peu. En fait, là, on a un framework JavaScript avec très peu de choses. Et on peut même faire mieux que React. On peut aller encore un peu plus loin. On peut faire mieux que React. Parce que si on rentre dans notre mount, qu'on va à l'intérieur de la fonction render, et ben en fait, je peux juste dire, je vais mettre un effect pile poil où je veux, par exemple, ici. Et si je fais ça, notre framework réactif, maintenant, il fait de la fine-grained réactivité en rajoutant une ligne de commentaire. Je ne redéclenche pas toute la page web. Ceci redéclenche juste pile la propriété qu'on modifie. Donc là, nous avons un début de framework JavaScript avec vraiment pas grand-chose. Il n'y a pas plus, il n'y a rien d'autre en fait dans ce framework. Nous avons normalement un petit framework JavaScript à nous. OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que l'approche en composant, couplée avec le concept de réactivité, simplifie la création d'interfaces dynamiques. On a séparé la définition de notre template, ça nous a fait émerger des états, et ensuite on modifie ces états et la réactivité fait son travail.
Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, après tout? Là, on a vu vraiment comment on décompose nos frameworks JavaScript, qu'est-ce qu'ils font de façon intrinsèque, et un petit peu comment tous ils fonctionnent. On va se rappeler qu'on a une fonction h qui a un pote qui s'appelle render, et nous avons rajouté un troisième élément qui est le proxy, qui nous permet de faire de la réactivité. Et c'est cette association de ces trois éléments qui nous a permis de créer un framework JavaScript général, en fait, qui nous permet de faire plein de choses. On a même en fait les réponses à nos questions du départ. Comment s'affiche initialement une page web? Eh bien, c'est une fonction de render qui parcourt notre arbre de composants et le transforme en des éléments de notre page web. Comment marche la réactivité d'une page web? On utilise un proxy et ça se déclenche sur des lectures ou des modifications. Qu'est-ce qu'un DOM virtuel? C'est pas encore clair, mais pour moi, ça reste quand même cette approche abstraite qui permet de dire j'ai des éléments qui ne sont pas dans le web, mais c'est cet arbre de composants abstraits qui ne sont pas associés à un DOM ou quoi que ce soit, à une page web. Et si on vous demande un jour comment tu construirais un état réactif toi-même, eh ben vous pourrez dire oh c'est facile, on appelle un weak map, d'un set, d'un effect, et puis voilà. On peut maintenant réussir tous nos entretiens web, donc c'est super. On peut même aller plus loin, on peut créer notre propre parseur d'HTML comme Angular et Vue, ou Svelte, on peut faire la fine-grained réactivité sur toutes nos propriétés, on peut implémenter des routes et des pages, on peut faire des stores et tout ça, mais en fait, on pourrait juste mieux réinventer le web tout simplement. Ce que je vais montrer sur cette partie, la dernière partie de ce talk, c'est vraiment vous montrer en fait que je ne demande pas à toutes et tous de créer un framework JavaScript, parce que j'allais pas dire quand il y en a un, ça va, mais plutôt on en a des très bien. Et aujourd'hui, on en a peut-être légèrement beaucoup. Mais plutôt, ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, un framework JavaScript, pour moi, c'est un outil. Si votre seul outil, c'est un marteau, alors un peu tout ressemble à des clous. Et pour moi, vraiment, cette approche de dire je vais résoudre tous mes problèmes par du React, du Vue, de l'Angular, c'est un peu du frameworkism, voilà, wokism, frameworkism. Et pour moi, en fait, ce n'est pas forcément le plus productif. Et j'aimerais mettre en avant des autres outils qui ont été créés. Svelte, par exemple. Qui fait du Svelte ici, déjà? Il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Svelte, le développeur s'est dit, moi, quand je fais du web, je veux viber. Donc, c'était bien avant le vibe coding. Je veux que ce soit une expérience agréable. Et les concepts de Svelte étaient tellement agréables que tout le monde a copié Svelte. Je ne sais pas si je me trompe, mais pour moi, c'est grâce à Svelte qu'on a des hooks en React et des composables en Vue. Donc déjà, rien que pour ça, je trouve qu'en fait, ça a simplifié l'expérience pour tout le monde de se dire je vais tenter un nouveau framework JavaScript et je vais introduire de nouveaux usages. Il y a aussi Solid.js. Qui connaît là? C'est beaucoup plus niché. Quelques personnes quand même. Solid.js, personne ne connaît. C'est les gens qui se sont dit je veux de la réactivité super efficace dès le début, et c'était tellement efficace que Vue se réécrit en Vue vapeur. Solide, vapeur. Bon, ils n'ont pas eu de cours de chimie. La vapeur, ce n'est pas un état de la matière, mais c'est un autre sujet. Vue vapeur. En fait, ils se sont dit, Vue, on va reprendre les concepts de Solid.js pour être aussi efficace. Svelte réutilise, je crois, les mêmes techniques que Solid.js. En fait, c'est un framework qui n'est pas connu, mais ça marche tellement qu'une partie de ce que je vous ai présenté, c'est parce que Solid.js, ils l'ont testé et approuvé. Et peut-être qu'un jour, vous aussi, vous ferez votre propre framework JavaScript, ou peut-être que vous utiliserez des nouveaux outils, peut-être que vous aurez un besoin spécifique à remplir. Moi, mon rêve, si quelqu'un arrive à faire ça, ce serait un framework qui marche avec Gherkin et qui génère des composants. Si quelqu'un peut faire ça, je serais très heureux, parce que je pense vraiment qu'il y a un sujet pour implémenter ce genre de choses. Et tout ça, c'est grâce au fait que l'approche en composants est devenue un standard du développement web, et en fait, on peut commencer à être multi-framework. Plutôt que d'avoir cette vision silotée en Vue, en React, en Angular, pour moi, on a un début d'un web où il suffit d'être développeur HTML, CSS, JS. On met notre réactivité juste là où on en a besoin, et parfois même pas besoin. Et c'est ce qui nous permet d'avoir en fait une flexibilité dans les problèmes qu'on doit résoudre. Et c'est pas moi qui dis ça, en fait, c'est qu'il y a plein de projets, il y a plein de stacks techniques en fait, qui sont indépendants des frameworks JavaScript et qui permettent de faire plein de choses. TenStack, ça fait tout. Je ne comprends pas comment ils font tout, mais ils font entre autres un routeur. Il y a NJS, ils font tout. C'est Unified JavaScript. Sur le coup, ils ont tout réécrit avec un certain standard. On a Void0, j'aime beaucoup. Par exemple, ils créent des outils de DevTools qui sont indépendants du framework JavaScript. Donc là, il y a Anthony Fou, il ne fait que ça. Il est en train de faire marcher les DevTools de Vue.js pour Solid.js.
et peut-être d'autres frameworks. Et là, il y en a un, alors il est assez récent, c'est Remix, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus besoin de React, en fait, qu'ils pouvaient fournir un routeur pour tous les frameworks JavaScript sans dépendre de React. Et c'est vraiment sympa, en fait, de voir que les outils se séparent, en fait, des gros monolithes que peuvent être parfois certaines applications web. Et moi, mon rêve, c'est qu'on commence à converger vers des architectures web de plus en plus modulaires et robustes. Peut-être qu'on va parler de clean architecture de web, peut-être que vous allez mettre en place des design systems qui sont indépendants de vos frameworks. Vraiment, je pense qu'il y a un sujet de peut-être avoir des approches en architecture, en micro-front-end. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, ce n'est plus la mode d'utiliser ces méta-frameworks et de dire je vais mettre tout mon web dans une seule appli à la place de vraiment, on a tout pour réussir à avoir plein de profils différents et plein de technos différentes pour résoudre des problèmes spécifiques par équipe. À vous de mieux réinventer le web. Et si vous n'avez pas trop par où commencer, il y a un petit QR code qui contient plein de choses qui vont vous aider. Déjà, je veux bien que vous me fassiez un feedback, s'il vous plaît. Mais il va aussi contenir un test de personnalité pour choisir votre framework JavaScript préféré, qui est fait avec le framework JavaScript que je vous ai montré. Il contient toutes les ressources qui m'ont aidé pour préparer ce talk. Et je vous remercie énormément. Je m'appelle Nerina Ravesson. Je suis Senior Software Engineer chez Exotech. Et c'était vraiment un plaisir de vous donner ce talk.